Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, nous allons parler de la dernière nouveauté Netflix qui est sortie hier, le fameux vendredi, nouveau film de Netflix, le huitième long métrage d'Alfonso Cuarón, réalisateur mexicain très connu pour ses films à grand succès, hein, comme Gravity, comme Les Fils de l'Homme ou encore Le Prisonnier d'Azkaban, l'un des volets de Harry Potter. Un réalisateur aussi connu pour son esthétisme et sa mise en scène très personnelle et très particulière, qu'on retrouve plus que jamais à fond dans cette nouvelle œuvre, l'œuvre la plus intimiste et la plus personnelle, la plus profonde peut-être du réalisateur à ce jour. Parce que, à moitié autobiographique, enfin inspirée de son enfance au Mexique, puisqu'elle raconte l'histoire, cette œuvre, d'une famille mexicaine et de leur domestique, Cléo, dans le Mexico du début des années 70. Voilà, on partage avec eux 9-10 mois d'une vie à rebondissement. Et voilà, on se concentre surtout sur le personnage de la domestique, mais jamais sans quitter la famille. Il y a toute une progression là-dedans, avec pas mal de péripéties et de rebondissements, surtout vers la fin du film, qui prennent au cœur et aux tripes. Alors, voilà un film qui était très attendu et aussi décrié par le fait qu'il ne sorte que sur Netflix et pas en sortie internationale au cinéma sur grand écran. Il faut dire, bon, Cuarón, il a été couronné de succès sur plusieurs métrages, a eu envie ici de faire quelque chose de plus personnel donc, et n'a peut-être pas eu les soutiens nécessaires pour que ce projet aille à son terme en distribution large au cinéma. Il s'est donc tourné vers Netflix qui lui a donné la liberté totale de faire ce qu'il veut faire, ce qu'il a voulu faire. Et on ne peut pas lui en vouloir. C'est un peu un système qui devient compliqué parce que oui, voilà, Netflix est-il en train de tuer le cinéma, machin, tout ça. Ce débat ne cesse de s'amplifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Netflix nous permet peut-être de voir des œuvres qui auraient eu du mal à être finalisées pour une sortie sur nos écrans. Alors je ne sais pas. Quaron a quand même un nom à lui et il aurait peut-être pu avoir les fonds nécessaires, mais aurait-il eu la même liberté totale qu'il a eu là? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Netflix ou non, Roma a été quand même présenté au festival du Mostra de Venise plus tôt dans l'année et a remporté le Lion d'Or. Donc, c'est clairement du vrai cinéma. D'ailleurs, le film a été projeté dans plusieurs salles quand même, en avant-première. Donc, il a su trouver sa place. Mais voilà, c'est sur Netflix que donc les gens peuvent le découvrir de façon large. Et c'est un film, et c'est presque dommage, parce que c'est un film qui, je pense, aurait eu largement son intérêt sur grand écran et aurait certainement été encore plus fort. Alors, de ce film, on retient plusieurs choses. C'est tout d'abord l'esthétisme, la mise en scène. Cuarón, on le connaît. Hein. Si vous avez vu Gravity, Le Prisonnier d'Azkaban, Les Fils de l'Homme, ou même Y tu mamá también, voilà, ça c'est les films que j'ai vus de lui. J'ai pas vu la Petite Princesse par exemple. On le connaît, il adore mettre en scène de façon posée, en utilisant notamment des plans séquences marquants. Bon, les Fils de l'Homme, rappelez-vous, la naissance, la scène de la naissance dans Les Fils de l'Homme, sans spoiler, magnifique, l'une des scènes qui m'a le plus marqué sur le plan technique probablement dans ces dix dernières années, clairement. Enfin, 10 dernières années, un peu plus, puisque le film, quand même, date de 2006, hein, voilà, mais je l'ai vu, en fait, ces 10 dernières années. Et là, pareil, dans Roma, on a des plans séquences à l'appel. On doit en avoir 3-4 très marquants dans le film, notamment le premier plan qui présente Cléo, la domestique, dans sa tâche quotidienne, et avec le générique du début qui filme une sorte de flaque, en fait, on ne comprend pas, une flaque sur le sol, mais en fait c'est l'eau qu'elle a répandue pour faire le ménage, et après la caméra se lève et suit Cléo pendant 2-3 minutes. Bon, ça n'a l'air de rien comme ça, mais quand on sait que ça fait écho dernier plan séquence pardon, du film, c'est clairement, voilà, il y a clairement quelque chose derrière. Puis il y a deux autres plans séquences, sans spoiler, qui ont en rapport avec une naissance et une scène sur la plage et à la mer avec des vagues. Ces scènes-là sont remarquables,
fortes scènes qui prennent aux tripes et qui marquent dans le film et qui vous laisseront pas de marbre. Voilà. Oui, parce que dans ce film, dans Roma, Cuarón fait une référence au Fils de l'homme, avec une histoire de naissance, avec cette scène qui fait écho d'ailleurs donc à celle des Fils de l'homme. Puisque sans spoiler, Cléo, très vite dans le film, la domestique, et c'est l'un des problèmes d'ailleurs, tombe enceinte. Alors, se pose ici la question de est-ce que je vais être viré, parce que voilà, je peux pas être enceinte et en même temps euh, me donner à fond pour ma famille et tout. Que nenni, parce que la famille dans laquelle elle travaille l'aime beaucoup, les enfants notamment, mais aussi la mère, voilà, qui tient à sa domestique. Il y a un lien qui les unit et ce lien ne cessera de s'étoffer au fur et à mesure du long métrage jusque vers la fin où ça prendra des proportions incroyables. J'en dis pas plus. Et ce film, au-delà de l'esthétisme donc qui est parfait avec des plans de caméra, au-delà des plans séquences, hein, il y a des plans de caméra de fou. Il y a des trucs très simples avec des panoramiques très lents comme ça qui nous permettent d'observer tout le décor et de prendre vraiment le temps de s'approprier chaque scène. Il y a des trucs de fou au niveau aussi de la profondeur de champ. Voilà, il y a des scènes au moment où ils sont dans la nature et tout. Il y a une richesse dans l'image remarquable. Il y a le côté noir et blanc, oui, parce que le film, j'ai oublié de le dire, est un film en noir et blanc. Et ça prend totalement son sens quand on voit ce qui s'y passe. C'est vraiment le noir et blanc renforce quelque chose, je trouve, dans l'esthétisme ici, et renforce la beauté des images. Voilà, il y a des scènes dans le film, il y a une scène d'incendie qui paraît un petit peu anodine au fond quand on fait le bilan du film une fois qu'on l'a terminé, mais qui montre ici une belle maîtrise. Bon, bref. L'esthétisme, c'est une chose, le développement des personnages, c'en est une autre. C'est surtout aussi un film qui est rempli de symboles et de messages. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un film d'auteur, clairement. Certains pourraient dire que Cuarón, avec son Roma, je vais être très vulgaire, familier, se branle un peu la nouille, hein, voilà. Il se regarde le nombril. C'est parfois pas faux, mais il le fait tellement bien qu'on se laisse totalement pénétrer par chaque élément, pardon, que le réalisateur mexicain nous propose. Alors oui, l'esthétisme à tout crin, ça peut avoir ses limites. On sent qu'il y a quelques scènes là-dedans qui sont pas forcément gratuites, non, mais qui sont là surtout parce qu'il a envie de mettre sa maîtrise en place et nous en mettre plein la gueule. Ouais, mais quand même, vu les symboles qu'il propage un peu ici et là, j'ai envie de dire qu'aucune scène n'est inutile pour, pour le message que ce film veut faire passer. Parce qu'il y a une grande richesse de fond derrière. La forme est mise en avant, évidemment. La première chose que les gens vont retenir, c'est la forme. Cette réalisation incroyable. Mais il y a un vrai message de fond derrière. Et pour moi, Roma est un film ultimement féministe. Et parce qu'on y voit ici des souffrances de femmes abandonnées par les hommes qui se battent pour survivre dans un monde assez précaire. Voilà, le Mexique du début des années 70, c'est pas évident. Alors certes, ici, c'est une famille assez aisée, quand même deux domestiques et tout. Mais à côté, on n'oublie pas de regarder certains quartiers un peu plus pauvres et délaissés. On a aussi un gros moment, plusieurs scènes sur une insurrection étudiante qui est matée par l'armée locale, avec beaucoup de violence. Et voilà, donc ça c'est d'ailleurs au moment où Cléo va accoucher. Référence ici d'ailleurs, avec une naissance à venir et plus d'une centaine de morts je crois que c'était le massacre de Corpus Christi, ça s'appelait à l'époque, qui est un vrai moment historique, qui a été mis ici sur le grand écran avec une reconstitution assez faramineuse quand même, parce qu'on voit beaucoup de détails et beaucoup de choses qui fourmillent sur ces passages-là. Et voilà, un film féministe, parce que la mère de famille et Cléo ont ce point commun. Elles sont abandonnées par leurs hommes. La mère de famille, ben, le mari, visiblement, délaisse ses enfants, parce que oui, ils ont 4 enfants quand même, et sa femme pour soi-disant des colloques au Québec ou ailleurs, mais en fait, bah, il est en train de il est en train de la quitter, tout simplement. Et donc on voit la déchéance de cette femme qui tombe un peu dans la dépression, mais qui peut compter sur Cléo et ses enfants pour subsister. Et puis il y a aussi la mère de famille, la grand-mère, sa mère donc, qui est là un petit peu en canne, on va dire, de survie.
Et puis Cléo, pareil, donc si elle est enceinte, il y a un homme derrière, un homme qui est présenté de façon assez macho, voilà, arts martiaux, au moment où il soit à poil devant elle pour montrer qu'il maîtrise le bâton. Ça, c'est clairement une critique de la masculinité dominante qui ne sert à rien. Voilà, et ben ce mec, dès qu'il apprend que Cléo est enceinte, dans une scène incroyable au cinéma, encore un plan séquence d'ailleurs, tiens, je l'ai oublié, ils sont au cinéma, on voit le grand écran derrière, elle lui annonce, je crois que je suis enceinte, et ça dure comme ça, et puis il se barre. Il va aux toilettes, mais en fait il se barre. C'est enfoiré. Bref, Cléo se fait abandonner par son mec aussi, donc c'est l'histoire de deux femmes qui sont abandonnées par les hommes de leur vie, on va dire ça comme ça, et qui essayent de se débrouiller, de survivre, et de supporter la vie malgré tout. Voilà. Et donc vous avez plein de références comme ça féministes, plein de références. Alors il y a des symboles, les symboles de l'eau. Voilà, dès le début, il y a cette eau qui reflète le ciel, machin. L'eau qui sera aussi un moment important dans la scène sur la plage, dans les vagues et tout. Ça aussi, j'en dis pas plus, parce que c'est tellement profond, il faut le voir pour comprendre ce qui s'y passe. Donc il y a l'eau qui reflète la liberté du ciel avec l'avion qui passe et tout. Tout ça, tout ça. L'eau qui nettoie. Donc il y a le symbolisme de l'avion aussi. Il y a beaucoup d'avions qui passent dans le ciel dans le film. Et à chaque fois, c'est pour un petit peu essayer de mettre en avant la possibilité de liberté, d'évasion. Mais est-ce que Cléo peut s'évader, vivre une vie alors qu'elle est elle-même prisonnière de son rôle de domestique? Mais finalement pas trop, puisque c'est ce rôle-là aussi qui lui permet d'avoir par procuration une famille. Il y a aussi le symbolisme de la merde, oui, 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 il y a de la merde dans le film. Il y a un chien, le chien de la famille, là, qui arrête pas de chier partout. Et on insiste sur certains plans, des gros plans sur la merde. Il y a le mari, à un moment, qui rentre, qui roule dans la merde. Et oui, peut-être aussi, pour montrer la crasse de l'humanité, le mari qui va quitter sa famille et tout, roule dans la merde, parce que c'est une grosse merde, peut-être, tout simplement. Et Cléo qui est toujours en train de nettoyer la merde, parce que c'est malheureusement le rôle qu'elle a. Il y a aussi, au-delà de ces symboles-là, donc l'eau, l'avion, la merde et tout, il y a aussi donc le message, donc je l'ai dit, du féminisme, de l'union, de l'unité entre cette famille et cette domestique que tout oppose, et du coup des classes sociales, parce que les classes sociales différentes de ce Mexique-là sont montrées ici, avec cette famille aisée qui se permet d'avoir deux domestiques, et les domestiques, deux ici, qui ont leur vie à côté, qui sont pas d'origine mexicaine, espagnole, conquistadores, descendants, tout ça, vous voyez ce que je veux dire, mais d'origine indienne locale. Alors je sais pas si c'est des Incas, des Aztèques, probablement des origines aztèques, je dis pas des bêtises, j'en sais rien en fait, parce que c'est pas dit. Et on voit que du coup, ici, peut-être une critique du Mexique, les descendants des Indiens et tout, avaient des rôles, des tout petits rôles, des rôles de servants aussi, pour des familles un peu plus riches. Et ce qui est intéressant, c'est que les domestiques entre elles parlent une sorte de dialecte aztéco-espagnol, je ne sais pas quoi, entre elles, pour montrer les différences. Voilà. Mais ouais, donc ça fait plusieurs choses intéressantes, voilà. Dans les symbolismes et le message, je pourrais encore faire 10 minutes dessus, il y a plein de trucs. L'art martial, l'équilibre, à un moment on voit un gourou qui entraîne des gens à cet art martial, ils sont une centaine à s'entraîner et tout. Voilà, il y a un petit message sur l'équilibre à ce moment-là, voilà. Un équilibre que seule Cléo, la domestique, qui était passée par là, arrive à tenir, parce que finalement Cléo représente une sorte d'équilibre, voilà, aussi dans ce film-là. Bref, un film d'une richesse incroyable, auquel je mettrai la note de 7,5, 8 sur 10, pour sa forme exceptionnelle, pour un fond intéressant et profond. Alors pourquoi ça pourrait très bien être un 9, un 10 sur 10, voilà, le chef-d'œuvre du siècle et tout? Non, non. Parce que c'est quand même pas évident à appréhender. Voilà. Je vais pas dire que parfois il est chiant, mais il y a des moments où, ouais, où comme je disais, Quaron se regarde un peu le nombril, et c'est vrai qu'on sort un peu de l'intrigue par certains passages qui paraissent un peu de trop. Alors certes, ça développe le lien entre Cléo et les enfants. Voilà, il y a beaucoup de passages où les enfants et Cléo, on les voit proches et tout. C'est très important pour l'une des scènes finales, clairement. Mais voilà, il y a peut-être une insistance là-dessus. Le film aurait peut-être gagné avec 15-20 minutes en moins, tout en gardant le principal et tout en gardant une mise en scène remarquable et tout. Mais Cuarón a voulu prendre son temps sans limite et a voulu faire une œuvre ici importante, sûrement pour lui. Il a certainement dû se dire,
parce que c'est quelque chose de personnel quand même. Ce film, je veux qu'il marque, je veux qu'il me marque, et que dans 50 ans, quand je regarderai ma carrière et tout, si je suis encore là, je dise que c'est le film abouti que j'ai pu faire sur ce que j'avais envie de faire, ce que j'ai envie de dire sur les choses qui me tenaient à cœur. Voilà. Sans pression de studio, sans pression de scénario derrière, tout ça, tout ça, tout ça. C'est lui qui a tout réalisé, tout écrit. Il a même fait la lumière dans le film, carrément. Je pense que voilà, apparemment, il a même, il n'a pas voulu trop écrire en avance. Il a donné pas mal de notes aux acteurs avant de tourner les scènes pour que ça soit encore plus réaliste et prenant. Et puis voilà quoi. Donc c'est un film très personnel, très auteur, très centré sur lui-même. C'est un peu aussi du coup le défaut parce qu'il va forcément laisser beaucoup de gens derrière. Voilà, et de côté. Il y a pas mal de gens qui vont se faire chier en regardant ce film. Ça aurait pu m'arriver, mais je suis content d'être quand même rentré dedans suffisamment pour dire que c'est un très bon film. Je dirais pas que c'est son meilleur, mais en tout cas, Cuarón ici ne faiblit pas et réussit quelque chose de fort, vraiment de fort. Voilà. Un dernier mot, parce que là je pense que j'ai assez dit et j'ai assez développé, sur les acteurs, pas connus du tout. Alors je crois qu'ils sont même pas forcément connus chez eux au Mexique. Voilà, j'ai pas vérifié, mais bon. Ils sont tous très justes, c'est rien de spectaculaire, si ce n'est l'actrice qui joue Cléo, Yalitza Aparicio, qui est d'une justesse et d'une émotion remarquable, tout en étant, et on le sent, pas dans le professionnalisme ultime. Je ne sais pas si c'est une actrice professionnelle, mais on sent qu'il y a des maladresses, tout ça. Mais franchement, il y a des scènes où elle est époustouflante. Voilà, le moment où elle accouche de son enfant, j'en dis pas plus, mais c'est l'une des scènes, je pense, qui me marquera le plus en 2018. Voilà. Et sans spoil, mais quand vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi elle me marque d'autant plus. Voilà, bah merci à Alfonso Cuarón pour ce long métrage très organique, très fort. Avec les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités peut-être, mais en tout cas l'un des films qui marquera l'année 2018 lorsqu'on en fera le bilan. Je ne sais pas si je le mettrai dans mon top 10, je pense même pas en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de films auxquels j'ai mis 8 sur 10 cette année. Je pense pas qu'il rentre dans mon top 10, peut-être même pas dans mon top 20, j'en sais rien, enfin j'en sais fiche rien en fait, je sais même pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs j'arrête là et je vous dis à la prochaine. Ciao.